Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Didier Amouli, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Didier, vous êtes chercheur en droit de l'environnement, de l'énergie et des ressources naturelles et également membre d'une organisation non gouvernementale, Eden World Foundation, qui milite en faveur des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Didier, avant qu'on Bonjour. démarre, ouais, bonjour déjà. Est-ce que vous pourriez, s'il Euh, vous plaît, revenir sur votre parcours en tant que chercheur? Merci beaucoup, Hélène. C'est pour moi aussi un plaisir de participer à ces rendez-vous des Youth Conservation. Mon parcours en tant que chercheur, j'ai commencé ma carrière en 2020, aussitôt finir avec ma licence en droit économique et social à l'Université catholique de Bukavu. J'ai été rattaché au Centre des recherches en droit de l'homme et droit international humanitaire, mais aussi au Centre des droits publics et administratifs. Ce sont des unités de recherche qui sont associées à la faculté des droits de l'Université catholique de Bukavu. Au Centre de recherche en droit de l'homme et droit international humanitaire dans la sous-région du Grand Lac, on s'intéresse à la promotion des droits de l'homme à travers la publication des articles des revues. Chaque mois, nous avons donc les cahiers du CERDO, ce qu'on appelle les cahiers du CERDO. C'est donc une revue qui paraît chaque mois, qui fait les commentaires des jugements et arrêts rendus par les juridictions nationales et internationales. Au Centre des droits publics et administratifs, on s'intéresse beaucoup plus à l'action publique. On évalue les politiques publiques qui sont mises en place par les gouvernements dans différents secteurs de la vie nationale. Au-delà de l'Université catholique de Bukavu, je suis membre du Centre international des droits comparés de l'environnement. Et là également, on pousse des réflexions sur des questions environnementales au niveau international, mais également en ce qui concerne l'approche comparative entre États. Alors, toujours en tant que chercheur, je suis auteur d'un article des revues, publié également la revue africaine des droits de l'environnement. L'article porte sur la transition énergétique et protection de l'environnement dans la coopération économique au sein de la sous-région des Grands Lacs. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon parcours. Très intéressant. Merci Didier. Donc, vous avez particulièrement travaillé sur les enjeux environnementaux de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Oui, en ce qui concerne les enjeux environnementaux de la RDC sur lesquels j'ai travaillé, je me suis beaucoup plus intéressé à la question de l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques publiques sectorielles, et plus particulièrement dans l'agriculture et dans les mines. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, en tant que juriste, je suis parti d'un constant, on peut dire alarmant, de la faible intégration de la protection de l'environnement dans l'exploitation agricole familiale et des types familiales. Parce que la loi agricole congolaise prévoit trois types d'exploitation agricole. Il y a l'exploitation industrielle, il y a l'exploitation familiale, et il y a aussi l'exploitation des types familiales. Mais en ce qui concerne la protection de l'environnement, la dite loi soumet juste l'exploitation industrielle à l'obligation d'élaborer une étude d'impact environnemental et social avant la mise en œuvre des activités. L'agriculture familiale et les exploitants agricoles familiaux et des types familiaux sont épargnés de la réalisation de cette étude. Pourtant, c'est cette étude qui permet de s'apercevoir des menaces potentielles de l'activité agricole ou de l'exploitation agricole sur l'environnement et permet aussi maintenant de prendre des mesures conséquentes. Donc, j'ai un peu constaté que ça, c'est une faiblesse au niveau législatif qui ne permet pas aux exploitants agricoles familiaux et des types familiaux
de prendre des mesures appropriées en vue de la protection de l'environnement. Pourtant, en RDC, l'exploitation agricole est beaucoup plus familiale et de type familial, en ce sens que les entreprises agricoles et industrielles sont à compter. Alors, en ce qui concerne le secteur minier, l'intégration également des préoccupations environnementales est faible au niveau de l'activité minière artisanale. Également, la mise en œuvre de cette activité n'est pas soumise par la production préalable d'une étude d'impact environnemental et social, mais également la modification du code minier intervenue en 2018, qui a eu pour objet de repréciser les obligations environnementales des exploitants miniers, ne concerne que vraiment les entreprises qui se mettent à l'exploitation industrielle des mines, des minerais. Maintenant, en ce qui concerne l'exploitation artisanale, qui utilise beaucoup plus l'homme, on voit qu'il y a plusieurs défis environnementaux et qui comportent des conséquences aussi sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social. En ce qui concerne le plan sanitaire, on a par exemple l'exposition aux produits chimiques qui est à la base des maladies pulmonaires, des maladies, donc je ne sais pas, il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies pulmonaires, il y a des maladies musculo-squelettiques. Et malgré tout cela, le législateur ne donne pas aussi aux coopératives minières, qui sont des structures dans les cadres desquelles l'exploitation minière artisanale est faite, l'obligation de corriger donc, toutes ces conséquences en amont. Voilà une autre faiblesse qu'on trouve dans la législation minière congolaise. Et voilà comment est-ce que j'essaie un peu d'analyser, de constater qu'il y a une faiblesse en ce qui concerne l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques publiques agricoles donc, et dans les secteurs aussi des mines. C'est très intéressant. Donc, on voit vraiment l'importance en fait d'avoir un cadre juridique favorable qui puisse influer et faciliter la transition écologique aujourd'hui. Mais après, j'imagine que la situation évolue. Est-ce que vous, selon vous, de votre point de vue, est-ce que les lois aujourd'hui et les réglementations qui sont en vigueur en République démocratique du Congo vont plutôt en faveur d'une transition écologique? Bon, effectivement, la RDC a essayé un peu de réformer sa législation minière, comme je l'ai dit tantôt, la modification est intervenue en 2018. La RDC s'est également dotée d'une nouvelle loi agricole en 2011. C'est vrai qu'il y a des réformes. Il y a des réformes, comme je l'ai dit, on a intégré, on a reprécisé les obligations environnementales des exploitants miniers artisanaux, des exploitants miniers industriels, pardon. Alors, cela découlait un peu de voix qui s'élevaient de partout sur les différents impacts de l'exploitation industrielle sur l'environnement. Alors, le législateur congolais a un peu oublié que non, l'exploitation artisanale peut aussi avoir des conséquences environnementales néfastes et est allé beaucoup plus dans le sens du renforcement des obligations à charge des industriels que des artisanaux. Donc, il y a quand même des lois qui favorisent la transition écologique, mais il reste aussi des réformes encore à mener. Ouais, il reste encore à faire. On va parler Oui. maintenant de votre autre casquette qui est celle du militant. Vous œuvrez ainsi depuis de nombreuses années pour défendre les droits de l'enfant à travers l'ONG Eden World Foundation et vous êtes aussi le coordinateur du Congrès des jeunes pour la Concorde et le Progrès. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les missions de ces deux organisations? Voilà, merci beaucoup. En ce qui concerne Eden World Foundation, c'est une organisation qui milite en faveur d'un monde où les enfants ont tout ce qui leur font pour bien vivre, et pour mener, pour bien grandir et se développer. Alors, pour réaliser cet objectif, Eden World Foundation est constitué des jeunes qui sont des volontaires qui travaillent donc dans le bénévolat, des jeunes qui ont ces soucis-là de faire des dons pour aider les enfants à bien croître, à bien se développer. Et on s'efforce maintenant beaucoup plus, on se focalise beaucoup plus sur la scolarité des enfants, sur leur accès à la justice, sur leur santé et sur leur santé également. Ce sont là les trois principes
principaux domaines d'intervention des Dan World Foundation. Alors, on prend en charge les enfants sur le plan scolaire, c'est-à-dire qu'on prend en charge leurs frais scolaires. En ce qui concerne la santé, nous nous intéressons à la malnutrition. Nous avons une farine à Bana, que nous avons mise en place dans le but dans le but de combattre la malnutrition et la kwashiorkor en milieu rural en République démocratique du Congo. En ce qui concerne maintenant la justice, on accompagne les enfants dans la quête de la justice au niveau du tribunal pour enfants. Alors, pour ce qui est du Congrès des jeunes pour la concorde et les progrès, c'est une organisation dont l'ambition est d'amener des jeunes à devenir des facteurs de progrès, de développement dans leurs milieux respectifs. C'est-à-dire que nous sommes partis du fait que la jeunesse congolaise constitue une majorité numérique, mais c'est aussi une jeunesse qui est sans emploi, c'est une jeunesse en tout cas au chômage, c'est une jeunesse dont les statuts sociaux ne permet pas de participer aux questions de développement comme la protection de l'environnement, les soutiens de la croissance économique, ainsi de suite. Alors, le Congrès des jeunes pour la concorde et le progrès, c'est un cadre qui prend ces jeunes, qui les moralise, qui les éduque, qui les donne donc des clés, des outils afin de mieux s'engager dans les voies du développement en République démocratique du Congo. Très intéressant. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un peu de recul à travers ces deux organisations? Est-ce que vous voyez des impacts sur les enfants, les jeunes dont vous vous occupez à travers Eden World Foundation? Voilà, est-ce que les choses évoluent dans le bon sens? J'imagine qu'il y a encore beaucoup à faire, mais est-ce qu'il y a déjà des résultats encourageants? Effectivement, au sein des Den World Foundation, par exemple, il y a des résultats parce qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs enfants que nous avons aidés à étudier, à finir l'école primaire. Donc, nous voyons les résultats à chaque fin d'année. Nous partons au sein de leurs écoles pour nous imprégner des résultats des produits qu'ils ont maintenant, de leurs produits scolaires, hein. En tout cas, ça, c'est d'abord un premier impact. On voit que les enfants ont réussi à étudier et ça nous fait du bien. Ça, c'est un premier impact de nos activités sur les enfants. Mais aussi les enfants que nous accompagnons à la quête de la justice. Il y a déjà des jugements qui sont rendus par les tribunaux pour enfants qui reconnaît des droits à ces enfants, des droits qui étaient menacés. Voilà, c'est aussi un autre impact visible. En ce qui concerne la santé, nous avons notre farine que nous distribuons aux enfants et nous voyons que l'état de santé s'améliore. Il y a aussi la question de la santé sexuelle et reproductive qui nous intéresse. Et on distribue des serviettes hygiéniques aux jeunes en milieu rural. Et les jeunes filles se disent en tout cas être très satisfaites de cette activité. Et elles déclarent donc que non, ça va en tout cas ça va en tout cas leur aider beaucoup dans leur période de menstrualité. Alors, pour ce qui est de l'impact sur les jeunes, nous avons également, grâce aussi à nos conseils que nous offrons aux jeunes, nous avons aidé plusieurs jeunes à créer des entreprises et nous avons aidé plusieurs jeunes à devenir des militants, à s'attaquer à plusieurs problèmes de développement comme la gestion des déchets, l'insalubrité au sein de leurs communautés respectives. Et aujourd'hui, nous voyons en tout cas ces jeunes faire pression au gouvernement pour améliorer la situation. Voilà un peu les impacts sur les jeunes, sur les enfants, nos premiers bénéficiaires. Merci Didier. Et j'imagine que vous travaillez un peu main dans la main avec d'autres, avec des partenaires, ou en tout cas euh, peut-être au sein des communautés aussi. Ces enfants, quand ils retournent chez eux, ils vont avoir eux-mêmes un impact sur leur entourage. Est-ce que vous voyez des choses qui bougent au niveau des communautés? Mhm. Effectivement, c'est dans la suite des impacts sur les bénéficiaires qu'il y a aussi maintenant des impacts sur les communautés. Et parce que, par exemple, en ce qui concerne l'éducation que nous offrons aux enfants, cette éducation se répercute au sein de leurs communautés respectives, au sein de leurs familles et partout où ils passent. Ces enfants ne sont plus comme ceux
qu'on peut ramasser dans la rue. Donc, quand on essaie un peu d'éduquer l'enfant, quand on contribue à la santé de l'enfant, quand on contribue à la préservation de ses droits, on contribue indirectement au progrès de la communauté au sein de laquelle vit cet enfant. Même chose pour les jeunes, j'espère que j'ai déjà répondu. Je vous ai dit que non, actuellement, les jeunes ont créé des entreprises, les jeunes que nous formons. Les jeunes s'intéressent déjà, s'attaquent aux problèmes de développement comme la gestion des déchets, comme l'insalubrité. Et nous les voyons faire la pression au gouvernement. Donc, vous voyez que les jeunes contribuent déjà au progrès des communautés. Bien sûr, très intéressant. Est-ce que vous avez, sur le terrain, vous avez des difficultés au quotidien pour mener à bien vos actions? Et si oui, est-ce que vous avez des solutions pour les mettre en place? Je pensais notamment à l'aspect des partenariats, du réseautage. Ouais, effectivement, les difficultés, c'est les propres des pays en développement. C'est les propres des pays en développement, surtout des activistes, les gens qui travaillent pour le développement. Alors, la première difficulté est d'ordre financier. D'abord, pour mener des activités, réaliser des projets, il faut toujours des moyens financiers et par moments des colossaux. Alors, la solution, c'est que nous nous efforçons. Il y a aussi difficulté de trouver des partenaires, comme vous en avez parlé, difficulté de trouver des partenaires internationaux, en raison aussi, premièrement, des faiblesses au niveau institutionnel, parce que pour régulariser une ONG en République démocratique du Congo, le processus peut prendre plusieurs années. Alors, les deux ONG dans lesquelles je suis membre sont encore trop jeunes. Et nous avons jusque-là des accusés de réception comme documents sur la base desquels nous travaillons. Et ça fait déjà plusieurs mois que nous avons eu l'accusé de réception au niveau du ministère de la Justice. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu l'arrêté nous octroyant la personnalité juridique. Alors, plusieurs partenaires internationaux se montrent en tout cas réticents à travailler avec des organisations qui n'ont pas la personnalité juridique au sens de l'arrêté du ministre de la Justice. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un autre problème. Alors, pour contourner ces difficultés en ce qui concerne les côtés financiers, nous nous efforçons donc de contribuer au maximum, c'est-à-dire nous touchons en tout cas dans nos poches pour aider les enfants à étudier, pour distribuer la farine aux enfants qui sont mal nourris en milieu rural, pour accompagner les enfants en justice, mais aussi pour organiser des activités de sensibilisation et de conscientisation des jeunes. En ce qui concerne maintenant la difficulté de trouver des partenaires, on s'efforce juste d'avoir maintenant des parrains, c'est-à-dire des personnes physiques qui peuvent, qui ont cette volonté-là d'aider aussi ou de soutenir les causes des jeunes et des enfants. Mais également, nous avons des partenaires locaux qui nous accompagnent aussi dans ce pays. C'est un peu ça. Merci Didier. Si on regarde un petit peu maintenant vers le futur, est-ce que vous avez des ambitions, des projets pour les mois à venir et 2025? Effectivement, en ce qui concerne d'abord ma casquette de chercheur, je suis dans l'ambition d'intégrer l'Observatoire du Green Deal. L'Observatoire du Green Deal, c'est une unité de recherche associée à l'Institut d'études et des droits publics de l'Université Paris-Saclay. L'Observatoire du Green Deal a pour objectif de suivre les actions concrètes qui sont réalisées au niveau des gouvernements européens en vue de l'application de l'European Green Deal, pacte vert européen. Le pacte vert européen a pour objet de rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Alors, j'ai soumis un papier à l'Observatoire du Green Deal sur l'influence de ces pactes-là, notamment de ces textes sur l'énergie, l'influence donc du pacte vert européen sur l'accélération de l'idéal de la transition énergétique dans la sous-région des Grands Lacs. Et donc, en intégrant l'Observatoire du Green Deal, mon ambition sera là maintenant de voir comment est-ce que ce projet fédératif européen peut aussi aider une bonne transition au niveau de l'Afrique, particulièrement l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Et aussi, l'autre raison, c'est que la cause environnementale, la cause climatique n'est pas un domaine d'un seul État ou d'une seule communauté,
mais c'est en tout cas un domaine qui concerne le monde entier. Donc, voilà, les efforts doivent être fédérés de partout pour trouver des solutions efficaces. Alors, toujours au niveau de la recherche, je suis en train de mener une étude au sein du Centre des droits publics et administratifs de l'UCB sur l'obligation de réduction des émissions de cola, de la déforestation et de la dégradation forestière à l'épreuve des crimes environnementaux dans les aires protégées en RDC. Et je vais beaucoup plus me focaliser sur les parcs nationaux et plus particulièrement sur les parcs nationaux de Kahuzi-Biega et les parcs nationaux de Virunga. Alors, l'autre projet que nous avons dans le cadre de Dan World Foundation, c'est c'est un projet d'étude aussi sur l'impact de l'exploitation minière artisanale sur les droits de l'enfant dans les groupements des Luhihi en territoire des Kabar et dans la province du Sud Kivu. Il sera maintenant question d'aller voir comment est-ce que les activités de recherche, de traitement et d'exploitation, donc bref, d'exploitation de l'or, peuvent attenter les droits de l'enfant. Alors, plusieurs droits peuvent être attentés par les faits de cette exploitation. Il y a par exemple les droits à un environnement sain, il y a les droits à la santé, il y a les droits à l'éducation, parce qu'avec l'avènement de cette exploitation minière et en raison de la pauvreté en milieu rural, plusieurs enfants ont laissé l'école pour se livrer aussi aux activités de recherche et de traitement de l'eau. Alors, nous allons maintenant un peu analyser tous ces droits qui sont violés par les faits de cette exploitation et c'est un peu de trouver des voies de sortie. Mais l'autre grand projet que j'ai pour 2025, c'est de créer maintenant un bureau d'études environnementales, un bureau d'études environnementales dans le but d'aider les entreprises, à se conformer aux conditions légales et réglementaires en matière environnementale et lors de la mise en œuvre de leurs activités d'exploitation. Voilà en gros ce que je peux dire comme projet, ambition pour les restes de l'année 2024, mais aussi pour l'année 2025. En effet, c'est un programme très riche, mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, Didier, dans vos différents projets. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message à faire passer ou quelques conseils à donner à des ONG ou des écoles qui eux-mêmes sont engagés sur le terrain en faveur de la protection de l'environnement, des droits des enfants et du développement durable? Voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à un message à faire passer? Voilà, le message est clair. Nous savons que l'environnement n'a pas de frontières et en la matière, il n'y a pas, donc tout le monde doit être acteur. Nous devons en tout cas songer tous à la protection de l'environnement, à la protection de notre planète, parce que c'est notre maison. C'est là que nous habitons, c'est là que nous vivons. Donc, protéger l'environnement, c'est vraiment une cause noble. J'encourage donc toutes les organisations qui ont dans leurs objectifs la protection de l'environnement, préservation de la biodiversité, ressources naturelles, ainsi de suite, mais également ces organisations qui militent en faveur des droits de l'enfant. Ils doivent aussi comprendre que l'enfant, c'est lui l'avenir, c'est lui l'avenir de demain. L'enfant, c'est vraiment une flèche vivante. Il convient de lui assurer tout ce qui est bon pour sa vie, pour sa survie, pour son développement, afin de le voir participer demain après demain à la défense des différentes causes de la nation. C'est ça le message. Merci beaucoup, Didier. Merci pour votre temps et ce précieux témoignage qui, j'en suis sûre, va inspirer nos auditeurs. Et je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite dans vos projets. Merci, Didier. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, Hélène. Ce fut aussi une très grande joie de participer à ces rendez-vous des Youth Conservation. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.